Bonjour, mon nom est Nathalie Savoie. Je suis diététiste au sein des producteurs laitiers du Canada et j'animerai le webinaire aujourd'hui. Bienvenue à tous les participants à ce webinaire organisé par notre équipe de diététistes. Nous avons aujourd'hui des gens de toutes les régions du pays. Une période de questions suivra les présentations, mais je vous invite à poser vos questions au fur et à mesure. Nous essaierons de répondre au plus grand nombre de ces questions. Vous pouvez télécharger la présentation en cliquant sur le lien au bas de votre écran si vous souhaitez la conserver. Entièrement financé par les producteurs eux-mêmes, les producteurs laitiers du Canada est l'organisme sans but lucratif national qui représente les producteurs vivant sur près de 12 000 fermes laitières au pays. Nos membres produisent du lait, l'ingrédient sain et nutritif qui se retrouve dans les produits laitiers délicieux que nous pouvons acheter pour nos familles. En tant que diététiste au sein des PLC, notre rôle est d'interpréter et de partager les données scientifiques les plus récentes sur la place des produits laitiers dans une alimentation saine avec divers publics, dont les organismes de santé publique, les consommateurs et les professionnels de la santé et de l'éducation. En ce qui a trait à la stratégie en matière de saine alimentation de Santé Canada, en tant que professionnels de la santé, nous partageons tout à fait l'objectif d'améliorer l'alimentation et la santé des Canadiens. Dans le cadre des consultations, les professionnels de la santé nous ont fait part de leurs préoccupations sur la place des produits laitiers dans les politiques à venir. Nous essaierons aujourd'hui de répondre à ces questions du mieux possible en gardant en tête que notre analyse s'appuie sur les documents rendus publics dans le cadre de ces consultations. Laissez-moi maintenant vous présenter nos deux présentatrices pour aujourd'hui. Maria Kalergis est gestionnaire de programmes nationaux au service de nutrition des producteurs laitiers du Canada à Montréal, où elle est en charge des affaires scientifiques. Dr Kalergis détient un baccalauréat en diététique de l'Université de la Colombie-Britannique et un doctorat en nutrition humaine de l'Université McGill. Elle est diététiste, membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec et des diététistes du Canada. Elle travaille pour les producteurs laitiers du Canada depuis 2008. Également dans l'équipe de nutrition des PLC depuis 2010, Annie Vézina est gestionnaire de programmes nationaux pour les partenariats et les affaires réglementaires liées à la nutrition et à la santé. Madame Vézina détient un baccalauréat en nutrition de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal. Elle est diététiste, membre de l'Ordre professionnel des diététistes du Québec et des diététistes du Canada. Maria. Merci Nathalie et bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de pouvoir vous présenter aujourd'hui l'évidence scientifique qui soutient le rôle des produits laitiers dans la santé. Je vais débuter en vous présentant où en est la science sur les produits laitiers dans les domaines de la santé cardio-métabolique, de la santé osseuse et du cancer. Cette analyse est fondée sur l'ensemble de l'évidence scientifique, en particulier sur les données probantes à ce jour. J'aborderai ensuite l'importance de mettre de l'avant les aliments et les modèles d'alimentation plutôt que les nutriments individuels seulement. Finalement, je partagerai certains points sur l'alimentation durable. Pour le volet de la santé cardio-métabolique, on peut se référer à une revue systématique publiée très récemment qui examine les données probantes sur le rôle des produits laitiers en lien avec les conditions cliniques cardiovasculaires. Cette revue systématique porte sur 21 méta-analyses d'études épidémiologiques prospectives ainsi que sur 11 autres études épidémiologiques prospectives. Les auteurs ont évalué la qualité de chacune des méta-analyses ainsi que la force de l'évidence en utilisant le système GRADE. Cette revue visait à répondre aux deux questions suivantes. 1. Est-ce que la consommation de produits laitiers est favorable, neutre ou néfaste vis-à-vis la santé cardio-métabolique? 2. La recommandation de consommer des produits laitiers faibles en gras plutôt que des produits laitiers à pleine teneur ou à teneur élevée en gras est-il fondé sur des données probantes? De façon générale, les résultats démontrent qu'il n'y a qu'une association néfaste pour aucune des catégories de produits laitiers,
ni aucun des produits comme le lait, le fromage ou le yogourt en lien avec le risque de maladies cardiovasculaires ou coronariennes, d'AVC, d'hypertension, de syndrome métabolique ou de diabète de type 2. En fait, on a pu observer une association protectrice entre les produits laitiers et plusieurs conditions cliniques dont les AVC, l'hypertension, le syndrome métabolique et le diabète de type 2. Les conclusions de cette revue systématique sont les suivantes. Des données de qualité élevée soutiennent l'inclusion de produits laitiers dans une alimentation saine et la recommandation mettant l'accent sur les produits laitiers à teneur réduite en gras plutôt que sur ceux à pleine teneur ou à teneur élevée en gras n'est pas soutenue par les données scientifiques actuelles. Pour ce qui est de la santé osseuse, une énoncé de position récent de la National Osteoporosis Foundation américaine met en évidence l'importance de développer des os forts durant les années de croissance pour réduire les fractures et le rôle important du calcium et des produits laitiers à cet égard. Également, dans une publication de Belgian Bone Club et de European Society for Clinical and Economic Aspects of Osteoporosis, Osteoarthritis and Musculoskeletal Diseases, le rôle important des produits laitiers dans la santé osseuse est souligné de la façon suivante. Les produits laitiers sont de bonnes sources alimentaires de calcium grâce à leur contenu élevé de calcium et d'autres nutriments et de la biodisponibilité de ce calcium. Leur accessibilité et leur coût abordable en facilitent la consommation régulière. Ils fournissent plus de calcium, de protéines, de magnésium, de potassium, de zinc et de phosphore par calorie que tout autre aliment typique dans l'alimentation des adultes. Consommer jusqu'à 3 portions par jour de produits laitiers semble sécuritaire et peut être bénéfique pour la santé osseuse. L'évidence la plus solide sur le rôle des produits laitiers en lien avec le cancer nous vient des rapports produits par le Fonds mondial de recherche sur le cancer. Le Fonds mondial est l'autorité mondiale sur la prévention de cancer en lien avec l'alimentation, le poids et l'activité physique. C'est la source consultée par les autorités de santé publique pour leurs décisions de politique de santé et leurs recommandations pour l'alimentation et la prévention du cancer. Selon les rapports les plus récents du Fonds mondial, il n'y a pas d'évidence solide d'une association entre le lait et les produits laitiers et le risque accru de quelques types de cancer. Il y a une évidence solide que le lait réduit le risque de cancer colorectal. Comme nous avons maintenant de plus en plus de recherches portant sur les aliments et les modèles d'alimentation et leur rôle dans la santé et la maladie, nous devons considérer ces évidences dans les recommandations nutritionnelles et non plus seulement l'effet de nutriments individuels. Ainsi, cet effet de nutriments individuels peut ne pas donner toute l'histoire de l'impact d'un aliment sur la santé. D'une part, les aliments sont complexes. Les nutriments et leurs autres composants peuvent avoir des effets combinés ou différents. On parle d'effets synergiques. Par exemple, si on pense au fromage, on peut voir qu'en plus de gras et de sodium, il contient d'autres nutriments et composants comme des protéines, des vitamines, des minéraux, des peptides bioactifs et des bactéries. Les aliments ont un impact sur plusieurs facteurs de risque. Par exemple, certains des facteurs de risque plus importants des maladies cardiovasculaires, en plus du cholestérol des LDL, sont les HDL, la tension artérielle et l'inflammation. Le fromage affecte les lipides sanguins et les facteurs de risque de maladies cardiovasculaires de plusieurs façons différentes et pas seulement le cholestérol des LDL. Au bout du compte, c'est ce que détermine l'effet sur les résultats cliniques.
Comme nous l'avons vu dans la revue de l'évidence scientifique, même si le fromage a une teneur élevée en gras saturés et en sodium, il n'a pas d'effet défavorable et est même associé à un effet protecteur sur les AVC et le diabète de type 2. Comme un autre exemple, le yogourt, même s'il contient du sucre, fournit plusieurs nutriments et composants importants pour la santé. Tout comme le fromage, il n'est pas associé à des effets négatifs, mais plutôt à un risque réduit de diabète de type 2, malgré son contenu en sucre. Cet effet des aliments sur les facteurs de risque a été reconnu par le Institute of Medicine, l'autorité qui établit les recommandations sur les nutriments pour le Canada et les États-Unis. Dans un rapport publié en 2010, il souligne que l'effet des aliments sur le cholestérol de LDL ne prédit pas nécessairement le risque cardiovasculaire compte tenu des raisons mentionnées précédemment, soit que les aliments sont complexes et affectent plusieurs facteurs de risque. Les autorités de santé publique et les experts commencent donc à mettre de l'avant les aliments plutôt que seulement les nutriments. Par exemple, la Fondation des maladies du cœur canadien et de l'AVC était la première organisation de santé publique à mettre de l'avant cette vision pour les gras saturés dans sa plus récente prise de position sur le sujet. Dans cette déclaration, il ne fixe pas de limite spécifique pour le gras saturé, mais à la place met de l'avant l'importance de s'attarder à la quantité et la qualité générale des aliments plutôt qu'à un seul nutriment. Cette prise de position suivait une revue exhaustive de l'évidence scientifique par un comité d'experts reconnu de la nutrition et de la santé. Dans une récente revue faisant autorité sur les priorités politiques et nutritionnelles pour les maladies cardiovasculaires, le diabète et l'obésité, Darius Mozaffarian, un chercheur de renommée internationale, conclut qu'il est nécessaire d'examiner les aliments et les modèles d'alimentation plutôt que les nutriments pris isolément. En ce qui a trait aux produits laitiers, il n'y a pas d'études à long terme qui soutiennent un risque pour la santé et il y a même des données émergentes qui suggèrent un effet protecteur de gras laitiers et des produits laitiers à pleine teneur en gras comme le fromage. La décision de consommer des produits laitiers faibles en gras ou à pleine teneur en gras devrait être un choix personnel. Un article récent publié à la suite des travaux d'un groupe d'experts sur la matrice laitière conclut l'évaluation de la littérature et les recommandations futures devraient considérer avec soin les données sur l'effet des aliments dans leur entièreté en plus des nutriments individuels. En ce qui concerne les modèles d'alimentation, la diète DASH est très connue. La diète DASH est un modèle alimentaire semblable à celui proposé par le Guide alimentaire canadien qui fait une place plus importante aux légumes, aux fruits et aux produits laitiers. De façon générale, la diète DASH est composée d'environ 8 à 10 portions de fruits et légumes et d'environ 3 portions de produits laitiers, incluant approximativement 30 grammes de fromage à pleine teneur en matière grasse et sodium. Adopter la diète DASH peut réduire la tension artérielle et le risque d'hypertension. Il existe plusieurs variantes de la diète DASH, dont une incluant les produits laitiers à pleine teneur en matière grasse au lieu des produits laitiers à teneur réduite en gras. En plus de diminuer la tension artérielle, il a été démontré que cette diète entraîne d'autres bienfaits cardiovasculaires. À mesure que l'alimentation durable fait partie des discussions dans le cadre des recommandations de santé publique, il faut garder en tête quelques points clés qui s'appuient sur l'état actuel des connaissances scientifiques. Il s'agit d'un sujet très complexe où les besoins de recherche sont importants
avant de pouvoir tirer des conclusions sur la place des aliments d'origine animale. Le focus principal a été sur le gaz à effet de serre ou GES seulement, mais on doit aussi prendre en compte les autres effets environnementaux comme l'usage de l'eau et de la terre, ainsi que les aspects socio-économiques en plus de la nutrition et de la santé. L'élimination des aliments d'origine animale comme le lait et la viande au profit d'aliments d'origine végétale n'est pas nécessairement la meilleure solution. Plusieurs études démontrent que l'adhésion aux recommandations nutritionnelles qui mettent l'accent sur les aliments nutritifs, y compris les produits laitiers, est une approche promotive. Finalement, éviter la surconsommation et le gaspillage alimentaire pourraient être les stratégies les plus importantes pour assurer la durabilité de notre alimentation. En conclusion, l'examen des données probantes nous indique que les produits laitiers, peu importe leur contenu en gras, en sucre ou en sodium, ne sont pas associés à des risques sur la santé. Leur consommation paraît plutôt être associée à des effets positifs sur la santé. Par conséquent, ils devraient faire partie d'une alimentation saine et durable. Merci pour votre attention. Ma collègue Annie va maintenant poursuivre. Merci Maria pour ta présentation. Bonjour tout le monde. Je vais présenter les impacts potentiels des politiques alimentaires proposées par Santé Canada sur les produits laitiers, selon l'analyse qu'on a faite de l'information disponible. Donc, l'automne dernier, Santé Canada a publié sa stratégie en matière de saine alimentation. Cette stratégie-là inclut la révision du guide alimentaire canadien, mais aussi la restriction de la publicité aux enfants, l'étiquetage sur le devant des emballages, l'interdiction des huiles partiellement hydrogénées, les changements aux étiquettes nutritionnelles et une stratégie de réduction du sodium. Donc, comme vous le savez probablement, on est en période de consultation. Santé Canada est en période de consultation pour la révision du guide alimentaire et la restriction de la publicité aux enfants. On a jusqu'au 25 juillet pour envoyer nos commentaires et on peut attendre une consultation l'automne prochain sur l'étiquetage sur le devant des emballages. Donc, toutes ces initiatives de la stratégie en matière de saine alimentation faisaient partie de la lettre de mandat de la ministre de la Santé. Donc, on peut s'attendre à ce qu'elle soit mise en place d'ici la fin du mandat des libéraux. Aujourd'hui, ma présentation va s'attarder principalement à la révision du guide alimentaire canadien, mais je vais aussi aborder brièvement la restriction de la publicité aux enfants et l'étiquetage sur le devant des emballages. Donc, je veux souligner que les producteurs laitiers du Canada appuient la volonté de Santé Canada de promouvoir une alimentation équilibrée et d'aider la population à faire de meilleurs choix alimentaires. Par contre, certaines initiatives de la stratégie en matière de saine alimentation, c'est le cas notamment de la révision du guide alimentaire canadien, de la restriction de la publicité aux enfants et de l'étiquetage sur le devant de l'emballage, qui sont fondées sur la prémisse que les aliments élevés en sodium, en sucre et en gras saturés devraient être limités sans considérer la source alimentaire. Donc, le tableau ici résume comment les principaux produits laitiers sont représentés dans ces initiatives. Les crochets verts signifient favorablement et les X rouges signifient défavorablement. Donc, la deuxième colonne, guide alimentaire canadien, vous pouvez voir que le lait et le yogourt nature faible en gras et les fromages faibles en sodium et en gras sont les seuls produits laitiers recommandés par Santé Canada sur une base quotidienne. Les yogourts aromatisés et les fromages à pleine teneur en gras devraient être limités et le lait aromatisé devrait être évité. Mais je vais parler davantage de la consultation du guide dans quelques minutes. Finalement, si on regarde la troisième colonne du tableau, restriction de la publicité aux enfants, d'abord, c'est à souligner que les PLC croient que tous les enfants au Canada devraient être protégés de la publicité, tout comme ils le sont actuellement au Québec. Mais ce qui nous préoccupe, ce sont les bases sur lesquelles Santé Canada veut s'appuyer pour restreindre la publicité aux enfants. Donc, Santé Canada propose de restreindre la publicité des aliments malsains aux enfants, mais ça soulève la question, qu'est-ce qu'un aliment malsain? Donc, dans ton document de consultation,
Santé Canada propose que les aliments élevés en sodium, en sucre ou en gras saturé soient considérés comme malsains sans considérer les autres nutriments qui pourraient être fournis par la source alimentaire. Donc, une de leurs questions de consultation demande si la limite pour déterminer si un aliment malsain devrait être 5 ou 15 de la valeur quotidienne pour les nutriments négatifs. Dans les deux cas, il y a seulement le lait et le yogourt nature faible en gras qui seraient catégorisés comme sains et les yogourts aromatisés et les fromages, même les versions faibles en gras, seraient catégorisés comme malsains. Donc, c'est à mentionner aussi que les PLC ne font pas de publicité aux enfants. En fait, on se conforme même à la loi en vigueur au Québec. Mais ce qui nous préoccupe, c'est le fait que des aliments nutritifs comme le fromage, le yogourt aromatisé, qui ont un impact neutre ou positif, comme Maria le mentionnait, sur la santé, soient catégorisés comme malsains. Une autre de nos préoccupations est que plutôt que de restreindre les publicités télévisées qui ciblent les enfants, comme c'est le cas actuellement au Québec, Santé Canada va plus loin et suggère de restreindre toutes les publicités d'aliments malsains durant les périodes de grande écoute, même les publicités qui visent les adultes. Donc, ça signifie que notre équipe, par exemple, que notre équipe marketing pourrait plus promouvoir efficacement une campagne de fromages artisanaux locaux à la télévision auprès des adultes. En ce qui concerne l'étiquetage sur le devant de l'emballage, donc la dernière colonne du tableau, Santé Canada a tenu une consultation l'automne dernier qui portait sur la proposition de mettre un symbole d'avertissement sur le devant des emballages des aliments qui contiendraient 15 ou plus de la valeur quotidienne pour le sodium, le sucre ou les gras saturés. Donc, à la lumière de cette proposition-là, les aliments devront obligatoirement porter un symbole élevé en sur le devant de leur emballage selon le ou les nutriments dont la teneur va excéder 15 de la valeur quotidienne. Donc, pour les produits laitiers, ça signifie que la plupart des fromages, même les versions faibles en gras, auraient un symbole élevé en gras et élevé en sodium et en gras saturé. Pour les yogourts aromatisés et les laits aromatisés, ils auraient un symbole élevé en sucre parce que Santé Canada considère les sucres totaux plutôt que les sucres ajoutés. Et le lait entier qui est recommandé chez les enfants aurait un symbole élevé en gras saturé. Donc, j'aimerais conclure cette diapositive en précisant que nous reconnaissons que la population devrait réduire son apport en sodium, en sucre et en gras saturé, mais on croit que les politiques proposées par Santé Canada devraient viser seulement les aliments plus nutritifs. On pense aussi qu'il y a des nutriments positifs comme les fibres, le potassium, le calcium et la vitamine D, et l'impact global des aliments sur la santé devrait être considéré. Pour le reste de ma présentation, je vais regarder de plus près la consultation sur la révision du Guide alimentaire canadien. Donc, l'automne dernier, Santé Canada a publié son rapport technique sur l'examen des données probantes à la base des recommandations alimentaires et les futures recommandations du Guide alimentaire vont être fondées sur ce rapport. Il s'agit d'un rapport de 111 pages qui précise, entre autres, que la plupart des Canadiens ne consomment pas assez de légumes, de fruits, de lait substitut et de grains entiers. Puis, ce rapport mentionne également que un apport insuffisant en 8 nutriments, dont le calcium, le magnésium, le zinc, le potassium, les fibres, la vitamine A, C et D, est fréquente chez de nombreux groupes d'âge et de sexe. Donc, on peut constater que cet apport insuffisant-là en ces 8 nutriments pourrait être amélioré par un apport adéquat en fruits et légumes, lait substitut et grains entiers. Et j'aimerais souligner aussi que 6 de ces 8 nutriments-là sont fournis par les produits laitiers. Ce sont les nutriments en gras sur cette diapositive. En termes d'échéancier, il y a eu une première consultation l'automne dernier. On est maintenant dans la deuxième période de consultation publique et on a jusqu'au 25 juillet pour répondre au questionnaire en ligne. Et la série de produits entourant le guide alimentaire qui va être publié par Santé Canada sera publié sur une période de 2 ans. Donc, actuellement, Santé Canada consulte sur les principes directeurs, les recommandations et les considérations sur lesquelles les politiques et les outils entourant le guide alimentaire vont être fondés.
Donc, on les a regardés et on a soulevé certaines préoccupations pour les produits laitiers. Une des recommandations est la consommation régulière de légumes, de fruits, de grains entiers et d'aliments riches en protéines, surtout en protéines d'origine végétale. Santé Canada spécifie aussi que les aliments riches en protéines incluent les légumineuses, les noix, les graines, les produits à base de soya, comme les boissons soya enrichies, les œufs, les poissons, fruits de mer, la volaille, les viandes rouges maigres, le lait et le yogourt faibles en gras et les fromages faibles en sodium et en gras. Donc, nous voyons certains enjeux à regrouper les aliments riches en protéines dans le même groupe. D'abord, bien que les produits laitiers soient une source de protéines, ils fournissent aussi des nutriments importants comme le calcium et la vitamine D que d'autres aliments ne contiennent pas. Puis mettre tous ces aliments-là qui contiennent des protéines dans le même groupe envoie le message qu'ils sont interchangeables alors qu'ils ne le sont pas. On croit aussi que ça risque d'exacerber la sous-consommation de lait et substituts et ça pourrait aussi exacerber l'apport insuffisant en plusieurs nutriments tels que rapportés dans l'examen des données probantes de Santé Canada. Et finalement, selon Ostéoporose Canada, les fractures associées à l'ostéoporose sont plus fréquentes que les crises cardiaques, les AVC et le cancer du sein combiné. Donc, l'ostéoporose, c'est une maladie chronique qui est fréquente, qui devrait être considérée dans cette recommandation. Et pour ce faire, il faudrait distinguer les sources de protéines qui fournissent des nutriments favorables à la santé osseuse des autres sources de protéines. Une autre préoccupation avec cette recommandation est que les bienfaits des produits laitiers semblent négligés lorsqu'on regarde où ils apparaissent dans la liste des aliments riches en protéines, c'est-à-dire plutôt vers la fin. Dans les faits, selon l'examen des données probantes de Santé Canada, le niveau d'évidence pour le lait et les produits laitiers est similaire et souvent plus élevé pour la réduction du risque de maladies cardiovasculaires, de diabète de type 2 et de cancer colorectal lorsque comparé avec les légumes, les fruits, les grains entiers et les protéines d'origine végétale. Donc, dans le tableau ici, les flèches représentent la direction du risque et le niveau d'évidence le plus élevé est convaincant, suivi de probable, puis possible et finalement insuffisant. Donc, si on regarde la réduction du risque de maladies cardiovasculaires, le niveau d'évidence pour les produits laitiers est similaire aux grains entiers, donc c'est probable, mais plus faible que les légumes et les fruits. Mais pour ce qui est des légumineuses, du soya, des noix et des graines, les données ne sont pas disponibles dans le rapport de Santé Canada. Pour la réduction du risque de diabète de type 2, encore une fois, le niveau d'évidence pour les produits laitiers est similaire aux grains entiers et supérieur aux légumes et aux fruits. Pour les légumineuses, les données étaient trop limitées dans les études pour conclure quoi que ce soit. Et pour le soya, les noix et les graines, les données ne sont pas disponibles dans le rapport. Finalement, pour la réduction du risque de cancer colorectal, le niveau d'évidence pour les produits laitiers, pour le lait, est supérieur aux légumes et aux fruits, et les données ne sont pas disponibles pour les autres aliments dans le tableau. Et notre dernière préoccupation avec cette recommandation-là, c'est que plusieurs des aliments identifiés dans l'énoncé comme étant riches en protéines, particulièrement les noix, les graines, les légumineuses, le tofu et les boissons de soya, ne répondent pas aux critères établis pour être admissibles à une allégation sur les protéines telles que mentionnées dans le règlement sur les aliments et drogues. Ces aliments ne peuvent donc pas être qualifiés de riches en protéines ou même de sources de protéines. Par contre, les œufs, le poisson, les fruits de mer, la volaille, la viande rouge et les produits laitiers répondent aux critères pour une allégation selon le règlement sur les aliments et drogues. Mais cela dit, on devrait quand même encourager la population à consommer plus de légumineuses, de noix, de graines et de produits du soya, comme ils font partie d'une saine alimentation. Mais ils ne fournissent il faut se rappeler qu'ils ne fournissent pas la même quantité et qualité de protéines que les autres aliments énumérés. Quant au lait, il fournit des protéines de haute qualité qui sont particulièrement importantes pour plusieurs groupes de la population, comme les enfants en pleine croissance, les femmes enceintes et les gens qui voudraient maintenir leur masse musculaire en vieillissant.
Et finalement, cette recommandation-là semble privilégier la consommation de boissons soya enrichies plutôt que le lait. C'est préoccupant parce que le calcium ajouté aux boissons soya enrichies tend à se déposer au fond du contenant. Et même si le contenant est bien agité avant de servir la boisson, les nutriments ne se dispersent pas complètement dans la boisson. Une autre des recommandations est l'infusion d'aliments qui contiennent surtout des lipides insaturés plutôt que des lipides saturés. Donc, mettre l'emphase sur le type de gras sans considérer la source alimentaire néglige les données scientifiques récentes auxquelles Maria faisait référence plus tôt. Les aliments qui sont faibles en gras saturés peuvent aussi être pauvres en nutriments. C'est le cas notamment des croustilles, qui sont pauvres en gras saturés, mais fournissent aussi peu de nutriments pour la santé. Mais à l'opposé, certains aliments nutritifs comme le fromage peuvent être plus élevés en gras saturés, mais leur consommation devrait tout de même être encouragée parce qu'ils contribuent favorablement à la santé. Deux autres recommandations mettent aussi l'emphase sur les nutriments négatifs, soit une consommation limitée d'aliments transformés ou préparés riches en sodium, en sucre ou en lipides saturés, et aussi l'abstention de boissons transformées ou préparées riches en sucre. Donc, encore une fois, le contenu en sodium, sucre et gras saturés d'un aliment n'est pas le seul facteur à considérer pour déterminer si un aliment devrait être à limiter ou pas. Certains aliments transformés, comme le fromage et le yogourt aromatisé, même s'ils sont élevés en ces nutriments-là, sont tout de même nutritifs et peuvent contribuer favorablement à la santé. Et une autre de nos préoccupations, particulièrement quant à la recommandation d'abstention des boissons transformées, c'est que la liste des boissons à éviter inclut des boissons nutritives comme les jus à 100% purs, le lait aromatisé et les boissons végétales aromatisées. L'environnement fait aussi partie de la consultation de Santé et Santé Canada fait l'affirmation qu'en général, les modèles d'alimentation qui contiennent plus d'aliments d'origine végétale et moins d'aliments d'origine animale sont associés à un impact moins négatif sur l'environnement que les modèles actuels riches en sodium, sucre et lipides saturés. Donc, en plus de ce que Maria a mentionné au sujet de la complexité d'évaluer les modèles alimentaires durables, c'est important de savoir que les produits laitiers ont un impact environnemental limité et peuvent faire partie d'une alimentation durable. En fait, la production laitière au Canada compte pour seulement 2 de l'empreinte de carbone, moins d'1 de la consommation d'eau et 2 de la superficie agricole. Donc, pour conclure, les PLC appuient le désir de Santé Canada de promouvoir une alimentation équilibrée et d'aider la population à faire de meilleurs choix alimentaires. Et on souhaiterait aussi que les futures politiques alimentaires considèrent l'impact sur la santé des aliments nutritifs dans leur ensemble. Et finalement, je vous encourage à lire l'examen des données probantes à la base des recommandations alimentaires de Santé Canada et ensuite de répondre à la consultation sur la révision du guide alimentaire canadien d'ici au 25 juillet. Et je vous encourage aussi à répondre à la consultation sur la restriction de la publicité de nos enfants d'ici au 25 juillet. Et soyez à l'affût de la consultation à venir l'automne prochain sur l'étiquetage sur le demande des emballages. Merci. Merci, Maria. Merci, Annie. Une première question pour Annie. Concernant les produits laitiers aromatisés, pourquoi les sucres ajoutés ne sont-ils pas distingués des sucres naturellement présents sur le tableau de valeur nutritive? Il faudrait demander cette question à Santé Canada. C'est vraiment une décision qu'ils ont prise. On aurait préféré que ce soit différent, mais il faudrait poser cette question à Santé Canada. Deuxième question, ai-je bien compris que les annonces publicitaires sur les fromages fins ne seraient plus permises dans un avenir rapproché? Bien, en fait, c'est Santé Canada fait la consultation, c'est pas chose faite. Donc, ça va être important si c'est une question qui vous intéresse, d'aller répondre à la consultation. La proposition que Santé Canada propose en ce moment, c'est de restreindre
la publicité des aliments dits que Santé Canada considère malsains aux heures de grande écoute, aux heures où les enfants sont susceptibles d'écouter la télé. Donc, au lieu, comparativement au Québec, la loi, il y a des restrictions sur les publicités qui cibleraient les enfants directement. Mais au Canada, Santé Canada va aller un peu plus loin en restreignant toute forme de toute publicité qui cible ou non les enfants aux heures où les enfants sont susceptibles d'écouter la télé. Donc, si la proposition reste telle quelle, oui, on pourrait promouvoir du fromage, mais pas à des heures de grande écoute. Donc, probablement en soirée. Autre question, Maria, quel rôle le financement de l'industrie a-t-il joué dans les études que vous nous avez présentées aujourd'hui? Oui, bonjour. C'est une très bonne question, merci. Premièrement, la qualité de la recherche ne dépend pas de la source de financement. Toutes les études présentées proviennent de publications reconnues et révisées par les pairs. De plus, les auteurs de la revue systématique que j'ai présentée, de Drouin-Chartier, par exemple, sur les résultats cliniques cardiovasculaires, ont examiné la source de financement. Ça, c'est table 1 de leur publication, et cela n'avait pas d'impact sur les résultats. Merci. Les produits laitiers à pleine teneur en gras n'ont peut-être pas d'impact sur le risque de maladie cardiovasculaire, comme vous l'avez présenté, mais leur contenu supérieur en calories n'est certainement pas nécessaire pour la majorité de nos clients. Compte tenu de la prévalence élevée de surpoids, d'obésité et du fait que les produits laitiers moins gras contiennent aussi du calcium, de la vitamine D, pourquoi ne devrions-nous pas recommander ces produits laitiers faibles en gras? Merci encore pour cette question. Premièrement, il n'y a pas d'association entre les produits laitiers à pleine teneur en gras et l'augmentation du poids. En fait, même si ce n'est pas un lien causal, l'association est même inverse selon les plus récentes études. Par exemple, il y en a une revue systématique publiée de Mario Kratz et collègues en 2012 qui a démontré une association inverse sur les produits laitiers aux pleine teneur en gras et le risque et les adiposités. Il y a aussi les données nouvelles qui suggèrent que les produits laitiers riches en gras réduiraient davantage le risque de gain de poids et d'obésité que les produits laitiers faibles en gras. Il s'agit d'une étude prospective de Harvard. Le référent pour ça, c'est Rotenon et al. 2017. Merci. Les taux d'ostéoporose sont plus élevés au Canada que dans les pays asiatiques. Pourtant, leur consommation de lait est très faible. Comment pouvez-vous expliquer? Oui, merci. En fait, il s'agit d'une croyance assez répandue qui n'est pas fondée. Dans les faits, l'ostéoporose est assez prévalente en Asie avec près de 2 fois plus de cas qu'au Canada. Même en Chine, il s'agit maintenant d'une priorité de santé publique. La confusion vient peut-être du fait que les types de fractures ostéoporotiques sont différentes. En Amérique du Nord, c'est plus les hanches qui ont tendance à briser, alors qu'en Asie, ce sont plus les fractures vertébrales. Une autre question, est-ce que les producteurs laitiers du Canada recommandent la réduction de l'ajout de sucre dans le lait et le yogourt aromatisé? En fait, les producteurs laitiers du Canada, on n'est pas des transformateurs. Ce serait une question qu'il faudrait poser aux transformateurs. Je suis certaine qu'ils suivent le dossier de près. Quand vous avez présenté l'information sur la teneur en protéines des différents aliments,
Vous avez mentionné que les boissons de soya ne sont pas équivalentes au lait ou en tout cas ne pourraient pas être considérées comme une source de protéines. Pourtant, la quantité de protéines qu'ils contiennent est équivalente au lait. Pouvez-vous nous expliquer? Oui. La cote protéique utilisée comme critère pour les allégations sur les protéines utilise la quantité et la qualité des protéines, mais aussi la quantité qui est habituellement consommée de l'aliment. Donc, les aliments d'origine végétale contiennent moins de protéines, d'une moins bonne qualité, ou encore, comme c'est le cas dans la boisson de soya, la quantité d'aliments consommés est plus petite. La quantité d'aliments qui est considérée par Santé Canada est plus petite. Donc, selon les critères dans le règlement sur les aliments et drogues, le lait, le fromage, les œufs, le poisson et la viande peuvent être qualifiés de bonnes sources de protéines. Question pour Maria. Dans le tableau qui présente l'association entre les produits laitiers et la santé cardio-métabolique, est-ce qu'on parle de tous les types de yogourts, y compris les yogourts probiotiques, les yogourts grecs? Oui, oui, merci pour cette question. Oui, les études incluent toutes sortes de yogourts. On parle de tout ça. Vous avez mentionné, Maria, que les produits laitiers ne sont pas associés avec quelque cancer que ce soit. Pourtant, on entend souvent que les produits laitiers et le calcium augmentent le risque de cancer de la prostate. Ça semble contradictoire avec l'information que vous avez présentée. Merci pour cette question. Dans les plus récents rapports du World Cancer Research Fund, le niveau d'évidence pour le calcium et le produit laitier est considéré comme limité ou suggestif et seulement pour des apports très importants, ce qui n'est pas la réalité de la majorité des hommes canadiens. Ce niveau d'évidence a été jugé trop faible pour des recommandations qui doivent s'appuyer sur un niveau probable et convaincant. Une dernière question, peut-être, à moins que d'autres questions nous arrivent. Vous mettez beaucoup d'importance sur les recommandations en calcium dans votre analyse. Pourtant, on sait qu'elles sont très élevées au Canada comparativement à d'autres pays. En fait, les recommandations en calcium au Canada et aux États-Unis sont en ligne avec celles de d'autres pays dans le monde et aussi avec celles de l'Organisation mondiale de la santé. D'ailleurs, l'OMS recommande 1000 à 1300 mg de calcium par jour pour les adultes. Le lait et les produits laitiers sont la source la plus fiable de nutriments importants pour la santé osseuse, telle qu'indiquée par plusieurs organisations de santé. On ne semble pas avoir d'autres questions. On va attendre. Considérant qu'on n'a pas d'autres questions, je vais seulement juste vous rappeler que si vous souhaitez télécharger un certificat de participation, assurez-vous, s'il vous plaît, de le faire avant de quitter la session. Je remercie Annie et Maria et également, je vous remercie aussi pour votre participation.